Merci et bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. Dans ce numéro, nous parlons de l'automédication qui peut avoir de graves conséquences sur la santé. Elle peut même tuer. Et nous en parlons avec Dr Siloué Tidiane. Vous êtes médecin généraliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Je suis également sur ce plateau avec Dr Sundolé Kono Yoli Clément. Vous D'accord. êtes pharmacien d'officine. Exactement. Alors, vous avez un intérêt pour l'automédication? Bien sûr, bien sûr. En tant que professionnel de la santé, c'est important de toujours préciser les choses et apporter des éclaircies à nos populations. Donc, Bien sûr, on parle de l'automédication. Qu'appelle-t-on automédication, messieurs? c'est ça. D'accord. Donc, l'automédication peut être définie selon deux aspects. Un aspect vraiment plus restrictif et un aspect plus large. Je dirais l'aspect plus large, c'est vraiment prendre les médicaments sans le conseil d'un pharmacien ou la prescription d'un médecin. Donc ça, c'est le premier volet où on peut aller encore plus loin. L'automédication, c'est vraiment la prise médicale sans une prescription médicale. Donc, c'est les deux aspects en fait. Les deux aspects. Voilà, c'est ça. Alors, docteur Siloué, est-ce que l'automédication, je vais dire, concerne seulement la prise de médicaments, comme vient de le dire docteur Sondolé? L'automédication, effectivement, c'est la consommation de médicaments sans l'avis d'un professionnel de santé. L'automédication peut concerner les produits pharmaceutiques industriels et même les produits traditionnels, les médicaments traditionnels. Et c'est uniquement les produits pharmaceutiques. Uniquement, je vais dire, tout ce qui entre dans la santé, tout ce qui est utilisé pour C'est ça, la santé. Exactement. c'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, que pense la population de l'automédication? Est-ce que vous est déjà arrivé d'utiliser donc des médicaments sans l'avis de votre médecin ou sans la prescription de votre médecin? Nous avons recueilli quelques avis. Quand j'entends parler d'automédication, c'est pas pareil. Genre, quelqu'un qui dehors, il vient avec ses médicaments, lui-même ses propres prescriptions, et puis il vient et dit non, je veux tel médicament, tel produit. Donc, du coup, c'est pas la même chose quand la personne vient pour dire que non, je suis venu voir le médecin, parce que c'est pas pareil. Parfois, nous sommes un peu occupés et les comprimés que nous avons à la maison nous permettent de nous soigner en attendant. Parfois aussi, bon, je trouve un peu que c'est pas trop correct de venir à la pharmacie sans ordonnance. Parce que certains, ils utilisent des comprimés pour faire des trucs un peu bizarres. C'est pas une bonne chose. On peut avoir un mal et puis prétendre avoir un mal de tête alors que c'est pas en réalité ce dont on souffre. On va là aller peut-être acheter du paracétamol ou bien que je sais pas autre chose et puis en consommer. Ça peut nous créer autre chose. Donc l'idéal, c'est d'aller à l'hôpital, se faire consulter, avoir une ordonnance en bonne et due forme et puis venir à la pharmacie acheter les médicaments. Tu peux avoir mal au ventre ou bien des douleurs et puis quelqu'un va te dire « Ah, moi j'ai pris paracétamol, donc il faut utiliser. » Ça m'est déjà arrivé, mais je peux dire que c'est dangereux quand ce n'est pas une prescription des docteurs. Je suis venu, j'ai exposé le problème et comme c'est hier que ça a commencé, j'avais vraiment mal. Donc c'est pourquoi ce matin je suis venu prendre les médicaments. C'est le niveau de vie en fait qui impose tout ça. Sinon, je ne pense pas que les gens veuillent acheter les médicaments dans les rues parce qu'ils ont mal de tête et puis en consommer comme ça. Mais avoir de l'argent pour aller se faire consulter, venir à la pharmacie, pour certains, c'est quand même assez. Donc, ils préfèrent, avec ces 200, 300 francs, prendre des médicaments dans la rue pour son mal et puis ils gèrent avec. Voilà, l'automédication, bon ou mauvais pour la santé. C'est ça. Là, j'ai un petit bobo, je regarde dans la boîte à C'est pharmacie, ça. je prends des médicaments ou alors dans l'armoire, je prends quelque chose pour me soulager. C'est Est-ce que ça. c'est toujours mauvais? C'est ça. Bon, Docteur Siloué? Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais dire que l'automédication est un problème émergent et menaçant pour la santé publique. Et il faut dire que avec les aspects, la banalisation de la maladie est quelque chose, est la cause la plus
la plus répandue selon moi est le faible pouvoir d'achat des populations, et le manque d'infrastructures sanitaires, le manque de personnel de santé. Tout ça constitue des freins qui poussent les populations à pratiquer l'automédication. Mais moi, je dis toujours que l'automédication est une pratique très néfaste qu'il faut combattre. D'accord. Là, vous venez donc d'évoquer les raisons qui certainement expliquent la flambée donc, de l'automédication. D'accord, la situation financière, l'un des intervenants l'a dit, c'est peut-être par manque de moyens que les populations se tournent vers des médicaments bon marché. Ou alors, mais là, on parle en fait des médicaments qu'on prend sans l'avis du médecin. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce qu'on se comprend? Oui, oui. Voilà. Qu'est-ce qui peut amener, par exemple, quelqu'un à ne pas consulter un médecin, à lui-même choisir des médicaments? C'est ça, c'est ça. Bon, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Sully, mais on va préciser les choses. C'est-à-dire qu'il faut situer le contexte. C'est-à-dire que dans certains cas, vous pouvez présenter des signes qui correspondent à des maladies bénignes. C'est-à-dire, par exemple, je dirais un mal de tête. Un mal de tête, systématiquement, on va pas aller consulter le médecin. Dans le sens où, dans un début, on se dit, il serait intéressant de prendre, par exemple, un paracétamol, je veux dire, pour soulager. Et c'est dans la persistance de ce signe qu'on peut dire, attention, il ne faut pas se limiter à l'automédication, puisque le symptôme persiste, on va voir le pharmacien ou le médecin pour qu'il y ait quand même plus de précision. Je dirais par exemple, une maladie comme le rhume, on peut prendre quelque chose qui existe dans la moindre pharmacie parce qu'on a eu avant le conseil du pharmacien, on a eu la prescription du médecin, et puis on se dit, bon, c'est la même chose, je peux prendre le médicament et me soulager. Dans un premier temps, voilà. On ne parle pas d'automédication. Bon, on parle d'automédication, mais dans ce cas-là, l'automédication peut être acceptable, peut-être positive, dans le sens où on part au plus urgent. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les difficultés qu'il y a en Afrique. Dans certaines localités, quand même, c'est difficile d'avoir un rendez-vous immédiat du médecin. On veut rencontrer le médecin de famille, il n'est pas tout de suite disponible. On se dit, bon, je peux prendre quelque chose pour me soulager en attendant d'aller voir le médecin. Donc, dans ce cas, l'automédication peut être acceptée. D'accord. Docteur Sylvain l'a dit, il y a également l'accès aux médicaments. Voilà, c'est ça. Ça peut certainement favoriser le fait que les personnes elles-mêmes prennent les médicaments sur elles. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres tout de même pour mesurer l'ampleur de ce phénomène, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique? Bon, les chiffres, j'en ai pas actuellement, mais il faut dire quand même qu'ils sont élevés, dans le sens où il y a un manque d'information quand même de la population. On a parlé dans le reportage des médicaments de la rue, c'est quelque chose qui existe. Et si les populations vont vers les médicaments de la rue, c'est parce que vraiment, il y a un manque total d'information. Donc je dirais que quand même, les chiffres sont élevés et ce genre d'émission est fait pour vraiment conscientiser nos populations en fait. On veut plutôt s'attarder donc à cette émission sur les conséquences de l'automédication. Alors, je voulais savoir un peu quels sont les risques pour une personne de s'adonner à l'automédication. C'est ça. On va laisser parler. Les risques pour une personne de s'adonner à l'automédication sont tout d'abord l'aggravation des symptômes. L'automédication peut aggraver les signes que le malade présente déjà. Il y a aussi la complication de certaines maladies. En pratiquant l'automédication, on peut provoquer des complications. Parce qu'on est là, on n'est pas médecin, on prend un paracétamol à la maison, peut-être c'est autre chose. J'ai mal mon corps chauffe, j'ai mal au ventre, peut-être c'est autre chose. Les examens paracliniques peuvent nous en dire plus.
il y a aussi et surtout la résistance aux médicaments. D'accord, que cela peut provoquer. Cela peut provoquer. Parce que nous tous, on l'entend, hein, la résistance aux antibiotiques, par exemple. C'est ça. Les patients, tu vois, tel monsieur, il est chez lui, bon, il prend tel antibiotique amoxicilline, il mélange, il prend un autre produit. À la longue, quand il aura des problèmes d'infection bactérienne, quand il va consommer ces antibiotiques, ça ne va plus réagir. On parle de résistance. Donc, c'est surtout la résistance aux médicaments. Alors, mais comment est-ce que l'automédication, je vais dire, peut avoir des conséquences jusqu'à la mort? Jusqu'à la mort. Il y a des médicaments qui sont je sais pas, qui, d'abord, aller à la mort, c'est un peu trop facile parce que, d'abord, il y a la dépendance. On peut assister à une dépendance. La mort plus tard. Mais il y a une dépendance surtout. Il y a des antidépresseurs, des anxiolytiques qui peuvent provoquer ce genre de médicaments. C'est pourquoi nous conseillons toujours les patients de consulter le centre de santé le plus proche ou le pharmacien le plus proche. D'accord. Est-ce qu'il y a des médicaments, je vais dire des médicaments qu'il faut éviter ou des classes de médicaments c'est ça. Pour lesquels il faut carrément éviter l'automédication? Pour rejoindre Dr Sullier, je dirais qu'à la pharmacie, on a plusieurs types de médicaments. Dans une pharmacie, il y a plusieurs compartiments. Il y a ce qu'on appelle l'espace de vente, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles à la population. Généralement, c'est à cet endroit, c'est des médicaments qui sont destinés au public, où le public peut avoir accès. Et généralement, ces médicaments, on va parler de produits diététiques, de produits comme tout ce qui est compléments alimentaires et autres. Bon, c'est vrai qu'ils sont situés dans la catégorie des médicaments, mais ils n'ont pas, si vous voulez, cette dangerosité qu'on connaît. Donc, le patient peut avoir accès à ça. Donc, ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, les médicaments en vente libre, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas forcément la prescription d'un médecin, mais que le pharmacien conseille. Donc là, le patient n'a pas accès aux médicaments. C'est-à-dire que là, sous le conseil du pharmacien, le patient peut avoir accès à ces médicaments. Donc là encore, la dangerosité est moindre. C'est vrai que comme le patient n'a pas accès, il faut quand même faire attention, mais sous le regard avisé du pharmacien. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les médicaments avec substance vénéneuse. C'est-à-dire là, ce sont des produits quand même qui ont une toxicité, je dirais, avérée, où il faut faire très attention et c'est seulement le médecin qui peut le prescrire. Et effectivement, comme on le disait, le docteur Sullier, il y a un grave problème qui s'est installé, les antibiotiques. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on voit? Je suis malade, j'ai un problème, je discute avec mon ami, mon parent, et qui me dit, ah, moi j'ai eu un problème, j'ai pris tel antibiotique. Et par mes connaissances, on essaie de prendre, mais tu as un problème de peau, c'est vrai, c'est un antibiotique, mais ça n'a rien à voir avec une infection dentaire. Et donc, effectivement, à la longue, ça peut poser problème. Vous avez parlé tout à l'heure de la dangerosité, il y a aussi la posologie. Bon, on vous prescrit un antibiotique, si vous ne maîtrisez pas la posologie, ça peut avoir des conséquences. Que vous le conseillez à quelqu'un d'autre, qui n'a pas forcément les mêmes, les mêmes critères, ça peut provoquer autre chose. Le dosage peut ne pas être, et puis bon, la dangerosité aussi peut venir sur la confusion au niveau des noms. C'est-à-dire que je prends par exemple un médicament antidiabétique et un antibiotique, les noms peuvent être identiques. C'est-à-dire, je prends un exemple plus ou moins identique. Bon, l'antibiotique a une certaine dose où on va demander peut-être plusieurs prises, une certaine quantité de médicaments. Et si vous ne faites pas attention, que vous vous êtes trompé dans le nom, que vous prenez ce médicament parce que vous avez mal entendu, ou bien vous avez ça dans votre boîte à pharmacie, ou bien c'est un ami même qui vous le donne,
que vous trompez sur la posologie, il peut avoir des conséquences graves. Donc, c'est tout ça qui fait que sur certains médicaments, il faut faire très, très attention. En fait. Alors, vous, les médecins, vous êtes très regardants sur ces aspects-là, docteur Siloué? Bien sûr. D'accord. On reçoit plusieurs fois en consultation des malades qui ont pratiqué l'automédication et qui s'est terminé soit par un échec thérapeutique, soit par une aggravation des symptômes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ou bien une complication de maladie. Donc, c'est maintenant le malade revient à l'hôpital pour qu'on le réexamine et tout. Il faut noter que ce que les malades ne savent pas, en plus du conseil du pharmacien que Dr Soundele a souligné de suite, il y a l'importance de l'examen physique, l'importance de l'examen du malade. Quand on vient en consultation, il y a l'interrogatoire. On interroge le malade d'abord pour écouter les signes qu'il va décrire. Ensuite, on l'examine. L'examen est très important pour le diagnostic de la maladie. Donc, et après le diagnostic, si possible, si ça demande la prescription des examens paracliniques, on peut réaliser encore cette étape, c'est-à-dire la réalisation des examens biologiques, une échographie, une radiographie, et ainsi de suite. Tout ce truc-là, ce bagage-là va nous permettre d'asseoir un diagnostic et ensuite traiter. Alors, je voulais savoir un peu, est-ce qu'il y a une cible pour laquelle l'automédication est assez dangereuse, dont il faut faire attention? On a les enfants, on a les femmes enceintes, on a les personnes âgées. C'est ça. Bon, c'est ce que vous avez dit. Hein. En fait, toutes les personnes vulnérables sont ces personnes-là où il y a un grand risque d'automédication. Je prendrais par exemple la grossesse. C'est-à-dire que là, il y a l'embryon, il y a le bébé qui va naître. Donc, c'est une personne très fragile en devenir. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut même pas, si je comprends bien. Bon, je veux dire... il faut éviter. Non, je veux dire que la femme enceinte peut être malade. Donc, il faut la soulager. Donc, dans ce cas, il faut éviter à tout prix l'automédication. C'est-à-dire que... Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la femme enceinte soit a un bobo? Voilà, elle a un bobo, elle va voir le médecin ou elle vient voir le pharmacien et en fonction des signes présentés, le pharmacien va l'orienter. C'est-à-dire que si le pharmacien juge que c'est grave, il oriente vers le médecin ou le gynéco, ou si à son niveau, il peut traiter, il va la traiter, lui conseiller un médicament. Je prendrai également l'exemple des enfants. Pareil, il faut faire très attention à ce niveau. Il ne faut pas donner le même sirop. Voilà, parce que la voisine a donné le sirop, l'enfant toussait, l'antibiotique, la posologie, on se trompe. Bon, dans ce cas, l'âge même de l'enfant peut être important par rapport à la posologie. L'enfant de 12 ans ne va pas prendre la même posologie que l'enfant de 3 mois, donc vice-versa. Généralement, les parents ne maîtrisent pas. Bon, c'est vrai que l'enfant peut présenter les mêmes signes, mais comme le docteur Siloué a dit, les mêmes signes ne veulent pas dire forcément la même cause. L'enfant est fiévreux. Pratiquement un grand nombre de maladies présentent la fièvre. Mais avec un interrogatoire, avec des examens, on peut préciser. Donc, dans ce cas, il faut faire très attention. En fait, il faut vraiment le conseil d'un professionnel de la santé. D'accord. Donc, docteur Siloué l'a dit, on a vu des images de personnes qui ont eu des tumeurs suite donc à l'automédication, qui ont eu, je vais dire, des maladies graves. C'est ça. Donc, on peut conclure que l'automédication a de graves conséquences. Oui, comme le docteur Siloué le disait, il peut avoir un retard de diagnostic. Bon, donc, à force de traiter, la maladie qui était au départ simple à traiter peut s'aggraver. Et puis, quand le patient se décide d'aller voir le médecin, le médecin lui dit, si vous étiez venu plus tôt, ça allait être plus simple. Moi, tout dernièrement, on m'a donné le témoignage d'une dame comme ça, qui a eu un cancer de l'utérus, mais le médecin lui a dit, si vous étiez venu plus tôt, on allait pouvoir faire quelque chose, parce que soit elle est passée par les plantes traditionnelles, ou bien je veux dire les médicaments traditionnels, ou bien les conseils des amis, mais le temps que
Elle arrive chez le médecin, c'était trop grave. Donc tout réside donc dans la réactivité. C'est Lorsqu'il y a un ça. problème Et de puis aussi- santé, il faut tout de suite aller voir C'est le personnel ça. de Le santé. personnel de santé. Si on est dans une zone reculée, C'est ça, c'est ça. s'il y a un dépôt de pharmacie, C'est ça, c'est ça. si le centre de santé est fermé, il faut aller vers le C'est pharmacien. ça. Alors, oui. Je voulais ajouter un truc. On a parlé d'une classe de personnes C'est chez ça. qui il faut faire très attention. C'est On ça, a oui. parlé des enfants, C'est les femmes enceintes C'est et ça. puis les personnes âgées. Je voulais ajouter une autre classe de personnes. C'est les porteurs de maladies chroniques. Oui, effectivement. Chez qui il faut faire très attention. C'est ça. Les malades souffrant d'hypertension artérielle, de diabète, de sida, de cancer, c'est des personnes qui ne doivent Qui doivent éviter l'automédication, dans la mesure du possible en tout cas. Parce que c'est des maladies C'est ça. qui sont un peu délicates, Ouais. qui nécessitent généralement la présence de spécialistes. Il y a les diabétologues, les cardiologues et tout. Donc, dès le premier problème de santé, d'abord vous partez chez le médecin généraliste. Ensuite, en fonction de la sévérité, il peut vous orienter chez le spécialiste concerné. Docteur Sylvie, vous l'avez dit, c'est un problème, l'automédication est un problème émergent de santé publique. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut éradiquer ce problème? Je ne vais pas dire qui a la plus grande part de responsabilité, que ce soit médecin, que ce soit pharmacien, mais qu'est-ce qu'il faut faire donc pour endiguer ce phénomène? C'est ça. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Ok, bon, je donnerai des solutions. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, le mal qu'il peut avoir au niveau de l'automédication, parce que, comme je le disais, l'automédication peut être considérée bonne dans un cadre. Mais le mal vient de la méconnaissance de la population. Parce que, comme le docteur Sylvie l'a dit, on banalise les médicaments. Alors que ce médicament peut être aussi un instrument de mort. Je rappelle que, par exemple, un médicament qu'on considère banal, comme le paracétamol, peut créer des insuffisances hépatiques graves et fulgurantes qui peuvent entraîner la mort. Ça se voit ici, ça se voit en Europe, parce que simplement, le patient n'a pas eu connaissance que le paracétamol doit être pris à une certaine dose pendant une certaine durée. Et donc, je dirais, le premier élément, c'est l'éducation, sensibiliser la population sur les médicaments de la rue. Aujourd'hui, pourquoi les médicaments de la rue existent? C'est parce qu'il y a des clients. S'il n'y avait pas de clients, les boutiques à ce niveau allaient fermer. Mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte les conditions de conservation, les dates de péremption. Est-ce que tout ça c'est vérifié? Quand vous avez la connaissance, vous faites plus attention. Donc je dirais que c'est vraiment une question de sensibilisation, d'information de clair, la population. C'est clair, c'est clair. Parce que c'est prouvé, l'automédication est plus élevée au niveau des couches sociales les plus défavorisées. Vous voyez par exemple en Europe, l'automédication existe c'est vrai, parce que la plupart du temps, les ménages ont des boîtes à pharmacie chez elles, mais très rapidement, quand les signes persistent, les populations vont au niveau du professionnel de la santé pour s'informer. Et je dirais plus simplement aussi, on parle de coût de la vie, parce que le patient, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quand même à se soigner, mais souvent, payer une consultation, c'est compliqué. Il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Il va aller à la pharmacie. Il va se rendre compte que peut-être que le pharmacien va prescrire des médicaments. Il préfère traîner un peu. Donc, il est important aussi de prévoir aussi cette assurance maladie qui va soulager tout le monde. Et la rendre vraiment accessible à tout le monde. Quand c'est Absolument. comme ça, bon, le patient, il est même plus pressé que le professionnel de santé pour qu'il y ait une rencontre, quoi. Donc, je pense que c'est deux aspects. Docteur Sundele a presque tout mentionné, hein, c'est l'éducation sanitaire des populations d'abord, parce qu'il y a un véritable manque d'information, et aussi faciliter l'accès aux centres de santé par la mise en place effective de la couverture maladie universelle. Parce qu'on dit moins de 10% des populations ont une assurance de santé. Donc, voyez vous-même pourquoi ne pas pratiquer l'automédication avec tous ces... Et puis, il y a un problème aussi qu'on n'a pas initié. Des fois, la population pratique l'automédication pour gagner un peu de temps. Oui, c'est clair, c'est clair. Un peu de temps. C'est pas toujours Il l'argent. y a l'un des intervenants dans les rangs qu'on a dit, on n'a toujours pas le temps. C'est pas toujours le manque d'argent, mais des fois, il y a certaines personnes nantis. Est-ce qu'il ne serait pas important de sacrifier quelques
quelques petits moments, 30 minutes, 1 heure de temps, aller voir Bien sûr. le médecin, le pharmacien, plutôt que de se donner la mort? Bien sûr. Voilà en fait la grande question. Bon, comme le docteur Sylvie l'a dit, hein, effectivement, c'est un des facteurs. Donc, nous, en tant que professionnels de la santé, nous, en tant qu'État, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est-à-dire limiter l'automédication. Vous vous rendez compte qu'à Abidjan, c'est vrai, il y a des centres, mais l'accès n'est pas toujours évident. Vous partez au CHU, vous partez dans les cliniques, souvent il y a un rang. Bon, le patient, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son temps, parce qu'il va se dire, bon, j'ai mes courses à faire, j'ai l'activité. Donc, au lieu de patienter, parce qu'il y en a qui sont impatients, ils vont préférer directement prendre un conseil d'un ami ou prendre un médicament qu'ils pensent avoir, où ils pensent avoir la solution. Donc, si l'accès est plus facile, si les centres sont plus, je vais dire, accessibles, c'est sûr que ce phénomène va baisser. On espère que votre message sera entendu donc de nos gouvernants. Merci infiniment à vous, docteur Sondolé Konon Gnoli Clément. Je rappelle que vous êtes pharmacien d'officine. Merci d'être venu. On retient que l'automédication est dangereuse. Merci également à vous, docteur Siloué Tidiane. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce numéro d'Aide de santé. Les programmes sur Média se poursuivent.